Et regardez bien, profitez-en bien, ouvrez vos oreilles. On est parti pour les 43 dernières minutes de ce Mans classique avec le plateau 6. Ah, ça débouche. Les jeunes disent qu'on fait du buzz, mais nous on fait mieux que du buzz, on fait du vroom. Hein. Excusez-moi. On fait du gros son en tout cas. Et parmi les pilotes de renom que vous avez cités, beaucoup de Français, mais il y a également des Allemands. Il y a Uwe Halsen et Claudia Hurtgen qui occupent le baquet de la numéro 67. Et puis on notera également la présence de Giovanni Lavaggi sur la numéro 65. Donc si on les aperçoit au point d'un virage, on saura qu'il y a aussi des pilotes étrangers de renom pendant c'est le Mans classique. Uwe Halsen qui avait il y a tout juste 20 ans terminé deuxième des 24 heures au volant de la Porsche 911 GT1 et qui avait assuré le doublé derrière les vainqueurs Stéphane Ortelli, Alan McNish et Laurent Aiello. Et Giovanni Lavaggi, souvenez-vous, il pilotait une Minardi, ce gentleman driver qui était en Formule 1. Et si vous vous souvenez de la victoire de Jacques Villeneuve à Estoril, lorsqu'il fait l'extérieur dans la parabolique, eh bien à gauche il y a Jacques Villeneuve, attention au freinage, est-ce qu'il va pouvoir passer? Oui. C'est Rollgut ou Stuart Hall dans cette voiture? Il dépasse Schumacher qui est gêné par Giovanni Lavaggi. Et Jacques Villeneuve appuie sur le bouton de la radio à la sortie de la parabolique et dit à ses mécanos: et alors, je ne l'ai pas fait peut-être, parce que la veille il leur avait annoncé qu'il allait dépasser par l'extérieur de la parabolique, que c'est là qu'il battrait Schumacher, et les mécanos lui ont dit, et ses ingénieurs: ouais, ben vas-y, fais-le, et nous on ira te ramasser à la petite cuillère. Et pour l'info, Giovanni Lavaggi, qui est ingénieur de formation, a également produit son prototype de course. On l'a vu engagé en Le Mans Series il y a quelques années avec ce prototype. La boucle est quasiment bouclée. Alors Jacques Laffite, normalement, doit rouler aussi sur ce plateau. Romain Dumas, si je ne m'abuse, non? J'ai vu le nom de Romain Dumas, effectivement, sur ce plateau. En attendant de les apercevoir, ce dont on se rend compte rapidement, c'est que Yves Chemama et sa toge sont sur un rythme de conquête, puisqu'ils ont déjà 4 secondes et demie d'avance sur les deuxièmes de ce plateau, en l'occurrence une Porsche 935 K3. Et c'est important pour eux parce qu'ils ont remporté la deuxième course, qui était ce matin à 7h du matin ici, et ils ont terminé deuxième de la première course hier. Donc potentiellement c'est eux qui peuvent s'adjuger ce 6e et ultime plateau ici du Mans Classique 2018. Alors quand vous apercevez la Mirage aux couleurs de Gulf, vous pensez immédiatement à Rollgut. Je vous disais qu'il collectionne tout ce qui est bleu et orange, donc forcément celle-là fait partie de sa collection avec son équipier Stuart Hall ce week-end. Encore un équipage qu'on a retrouvé quasiment pendant tous les plateaux de la journée et du week-end. Et pas forcément sous les couleurs de Gulf. D'ailleurs, rappelons que Rollgut, donc avec cette fameuse collection dite Rovgo, consacrée aux couleurs bleu ciel et orange de cette compagnie pétrolière, a amené quelques-uns des modèles qui figurent actuellement au musée des 24 heures, rappelons-le, dans l'exposition Blue and Orange. Ah, est-ce qu'on peut vous demander de transmettre un message à l'ACO et aux organisateurs du Mont Classique, enfin. Il n'y a pas des Hawaiian Tropic Girls sur les grilles de départ ici. Mais si on peut, pas historique, hein. Si c'était possible. Quoique. Parce que là, on remonte quand même à Paul Newman en 1979 et à sa deuxième place. Une belle époque. Oui. Bah oui. Les Américains qui ont amené ce qui allait devenir une tradition pendant quoi, une dizaine, quinzaine d'années? À peu près, oui. Parce que ça a commencé avec une légende hollywoodienne et ça s'est poursuivi. Hawaiian Tropic, rappelons qu'à l'époque, c'était une marque de crème à bronzer. Ce qui explique les jeunes dames qu'on a vues. Justement, c'était pleinement justifié. Voilà, sauf qu'il a plu en 1979 aux 24 heures lors de leur première apparition, mais ça fait partie des caprices météorologiques qui font la légende des 24 heures. Alors regardez, 4 secondes, c'est l'écart entre la Toge en première place et la 935 qui la poursuit, mais derrière c'est très serré. Ce plateau 12 va donc de 1962, ce plateau 6 va donc de 1972 à 1981.
72, c'était la 40e édition des 24 heures. Elle se déroule les 10 et 11 juin. Et ce jour-là, pour donner le départ, il y a le président de la République, Georges Pompidou. Je crois que c'était le dernier président à être venu aux 24 heures jusqu'à François Hollande, lorsque celui-ci est venu en 2015. Absolument. C'est ça ? Pompidou qui était un fan de sport auto. Absolument. Et qui conduisait sa Porsche 911 perso. Absolument. Il partait du palais de l'Élysée parfois discrètement, sans escorte. Il ne voulait pas être conduit par les gardes du corps du palais de l'Élysée, de la présidence. Il prenait le volant de sa Porsche 911 avec son épouse d'ailleurs, qui était fan de la voiture également. Rappelons également que 1972, c'était la première victoire de Matra. Il y en avait 3 au départ. Et que pour l'anecdote, Jean-Luc Lagardère, le grand patron de Matra, avait promis au président de la République que les 3 Matra engagés passeraient en tête à l'issue du premier tour. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Heureusement qu'il a promis que le premier tour, parce qu'après 10 minutes, il y en a une qui abandonne. Absolument, la 12, avec Jean-Pierre Beltoise. Il y avait Pescarolo, Sévère, Beltoise, Hill. Alors là, pour le coup, Graham. On vous a parlé de Graham Hill, ce matin. Mais là, c'était Graham, le Britannique, le père de Damon, champion du monde de F1 96. Lui-même, champion du monde de F1 62-68. Il faisait partie de l'épopée Matra. Et donc, au bout de 10 minutes, Beltoise, il ralentit et puis il doit renoncer. C'était quand même une alerte pour l'équipe présidée par Jean-Luc Lagardère et emmenée par Gérard Ducarouge. Mais on sait qu'après, il y a eu 3 victoires qui se sont enchaînées quand même. Et il y a quand même eu aussi en 1972, rappelons-le pour la victoire, un gros duel entre la Matra d'Henri Pescarolo et Graham Hill et celle de François Sevère et Holden Ganley, un duel qui s'est achevé notamment grâce ou à cause des conditions météo pluvieuses le dimanche matin. Petit souci sur la BMW 3 litres CSL de Peter et Daniel Mursal, les Allemands. D'autres en piste continuent à tourner. Encore une fois, des conditions météo difficiles pour les mécaniques avec une grosse chaleur en ce moment sur le circuit de la Sarthe, sur le circuit des 24 heures. Un écart plus confortable pour Yves Chemama en tête de la course. Devant maintenant la numéro 54, une Mirage, celle de Chris McAllister. Alors, on va mettre attention sous slow zone. La portion des stands est celle qui suit jusqu'à la Dunlop. Et également un drapeau jaune juste après. Il faudra que les pilotes en tiennent compte. Serait-ce Christophe Henry sur cette voiture? On a l'habitude de le voir évoluer sur cette auto. C'est Thierry Delattre du Bosco, le Belge également, sur cette Porsche 911 Carrera RSR 3 litres. Et puisqu'on parle de Porsche, on a évoqué la première année du plateau 6, 72. On va évoquer la dernière, 1981, avec la victoire de Jackie X. Voilà pourquoi il y a la seconde. C'est la neutralisation en sortie de stand. Jackie X et Derek Bell qui s'imposent aux commandes d'une Porsche 936. Et ce jour-là, si Bell, lui, gagne pour la deuxième fois, Jackie X remporte son 5e succès au Mans. Et il devient le recordman de victoire au Mans. Il dépasse ce jour-là Olivier Gendebien. L'autre, le deuxième Monsieur Le Mans, on pourrait dire, après Olivier Gendebien, dont le record a tenu 19 ans, puisque la 4e et dernière victoire d'Olivier Gendebien, c'était en 1962. Il s'était déjà imposé précédemment en 1958, 1960 et 1961 avec, nous avons Jacques Nicolet à l'image qui arrive sur le podium là. Avec sa victoire dans la manche précédente et sur le plateau précédent d'ailleurs. Et vous parliez des couleurs roses de Hawk Racing. Vous voyez les parements roses de la combinaison du pilote qui s'est imposé dans la course précédente, donc du plateau 5, et qui remporte le Mans classique. Ça, c'est une belle ligne au CV de Jacques Nicolet qu'il va pouvoir ajouter. Victoire en tant que pilote gentleman driver, après une victoire entre guillemets pour de vrai en tant que propriétaire d'écurie avec Hawk Racing et ses Morgan rose et noir justement en 2013. Peut-être est-elle là d'ailleurs la référence de sa combinaison. Sans doute, puisqu'il a piloté cette voiture également en course. Absolument. On peut imaginer qu'il a sorti de la naphtaline, de son placard à combinaison. Une BMW au ralenti. Ouais, et on a vu la voiture de Klaus Ludwig aussi, la Porsche 930 groupe 4 de 1978 au ralenti. Là, c'est bien la main du pilote. Hein. Oui, c'est pas un tuyau d'aération.
comme ça se faisait pendant les années 70 où le pilote levait le bras pour signaler qu'il avait un problème quand il était au ralenti. Ça se faisait beaucoup en monoplace à l'époque d'ailleurs. C'est avec une Osella PA5 BMW de Roberto Turiziani et Stefano Di Fulvio, moteur 2 litres. Ça permet de dire un petit mot justement aussi par rapport à cette diversification, cette diversité que vous évoquiez, mon cher Fred. C'est celle chez les constructeurs artisans aussi des prototypes de la catégorie 2 litres. On a vu des Chevrons qui étaient un des principaux constructeurs. On a des Lola, on a Osella. Enfin, bref, des petits artisans qui faisaient tout le charme des 24 heures du Mans. Et on peut se dire qu'une nouvelle fois, les propriétaires de ces voitures ont une connaissance très aiguë de l'histoire des prototypes aux 24 heures du Mans. Oui, et pas obligatoirement les plus faciles à restaurer d'ailleurs, parce que selon l'état dans lequel elles se trouvent, comme c'est une production très très restreinte, il faut quasiment réinventer. Hein. Surtout que c'est des voitures qui n'étaient pas obligatoirement très très médiatisées, et donc pour retrouver traces d'archives, eh bien ça devient plus compliqué. Ça fait partie aussi d'ailleurs du plaisir de restaurer une voiture de course et de retrouver les archives, les textes, les images qui peuvent permettre de la reconstituer ou de la rendre plus fidèle encore à son origine. Et ni même plus facile à trouver finalement. Vous parliez tout à l'heure du naming. Inaltera. On vient de voir l'Inaltera. L'Inaltera, c'était à l'époque une marque de papier peint. Absolument. Qui a donné son nom à cette voiture. D'où ces couleurs assez particulières peut-être. Oui, puisque c'était la déco Inaltera. Il y en avait 3, me semble-t-il, en 1976. Et elle portait toute cette livrée. Avec notamment, on a parlé d'Henri Pescarolo, il y avait également Jean-Pierre Beltoise, le pilote britannique Vic Elford, également une dame au volant des prototypes Inaltera, Christine Beckers aussi à cette époque. Et un changement en tête de course puisque McAllister a pris les commandes au détriment de Yves Chemama qui figure en 2e position et qui a perdu 2 secondes et demie sur la tête de course. Alors Mirage, racontez-nous l'histoire de cette marque automobile Mirage. Alors Mirage, c'est lié notamment à Gulf, cette fameuse compagnie pétrolière aux couleurs bleu et orange qui débarque en endurance avec des châssis Mirage précisément, Mirage M6, Mirage M8. Ensuite on a l'histoire de l'écurie de John Wyer avec la Ford GT40, la Porsche 917. Et quand la réglementation des prototypes est définitivement figée à 3 litres, eh bien, on va retrouver les prototypes Mirage qui vont, selon la stratégie du naming, être rebaptisés Gulf. Gulf GR6, Gulf GR7 et Gulf GR8. GR pour Gulf Research, la GR8 qui remportera les 24 heures du Mans en 1975 avec Jackie Hicks et Derek Bell. Et par la suite, ces châssis Gulf seront rachetés par Harley Cluxton qui les alignera en 1976 avec toujours le moteur Ford Cosworth V8 de Formule 1. Et en 1977, les châssis Mirage utiliseront le moteur V6 turbo-compressé 2 litres des Renault Alpine. On a sous les yeux la bagarre pour la 3e place du classement général. En effet, on va rentrer dans une époque turbo après. Alors là, drapeau jaune, hein, voilà, on est toujours en slow zone. Vous voyez que tout le monde a levé le pied. On ne se double pas, on se décale juste pour rafraîchir, refroidir si possible la mécanique. On entre dans une ère turbo à la fin de l'époque de ce plateau. Et pile au mi-temps des années 1970 en fait, puisque le premier prototype à moteur turbo compressé qui va remporter les 24 heures du Mans, vous l'avez cité tout à l'heure mon cher Marc Minary, c'est la Porsche 936 qui est elle-même issue d'une lignée qui provient à la fois de la Porsche 917 et de la Porsche 911, puisque les voies élargies de la Porsche 917 de 1971 dite cochon rose seront celles utilisées lorsque la réglementation des prototypes contraindra Porsche à expatrier la 917 en Challenge Can-Am en 1972 et 1973. Elle sera d'ailleurs également interdite en Can-Am fin 73 pour cause de domination un petit peu plus prononcée. Un salut à Henri Pescarolo que nous avons ici à l'image. Et en fait,
La 936 va également naître d'une version très très bodybuildée de la Porsche 911 qu'on verra en 1973 et 1974, Porsche dite Carrera, qui terminera deuxième des 24 heures du Mans en 1974. Et en fait, vous avez les différentes pièces du puzzle qui vont s'emboîter fin 1975, début 1976, avec la partie aérodynamique arrière de la Porsche 917 Can-Am qui va donc donner cette Porsche 936 qui va être équipée du moteur turbo-compressé vu sur la Porsche Carrera en 1974. Donc, et cet assemblage va gagner ses 24 heures du Mans en 1976 dès sa première participation avec au volant Jackie Hicks et Gijs Van Lennep. Alors on a pu voir à l'écran des changements de position. Il semble bien que les problèmes de Yves Chemama se confirment avec sa toge, puisqu'il n'est pas au ralenti, mais il n'est pas dans le rythme du début de course. On a vu la Porsche 935 Dieteren et l'Allemand qui est passé en deuxième position. Et on a vu derrière la Lola T298 à moteur BMW de Patrice Lafargue s'emparer de la troisième place au détriment donc de la toge de Yves Chemama. Alors qu'on évacue dans la petite imagette à droite une des BMW 3 litres CSL qui était en difficulté dans les stands tout à l'heure. Stands qui sont ouverts. On peut désormais y passer pour procéder à son changement de pilote. Vous avez vu Henri Pescarolo ce matin. On lui disait qu'il était avec le polo du club des pilotes des 24 heures dans la cabine de commentaires. Il est en combinaison et il devrait prendre le volant de l'Inaltera numéro 1 dans quelques minutes. En tout cas, si les problèmes de la 33 se confirment, ça peut faire les affaires de la Lola numéro 48, celle de Lafargue qui vient de passer devant. Et ça peut se jouer entre ces deux autos, la victoire finale sur le plateau. 6. Avec l'ouverture, il y a quelques secondes, de la fenêtre d'arrêt au stand. Et donc, encore une fois, de gros changements en prévision. Paul Belmondo qui va prendre le volant. Henri Pescarolo, vous le disiez. Aussi, peut-être que Paul Belmondo ne va pas prendre le volant parce que sa voiture a l'air en mauvaise position. Antoine Vendôme et cette Porsche 935 qui ont l'air de ne pas se presser pour la faire redémarrer. Donc ça semble fortement compromis de ce côté-là. Le flegmatique Paul qui malheureusement ne va pas pouvoir prendre son relais et aller jusqu'au bout. Moteur coupé, capot arrière enlevé. On regarde et dans le cockpit et au niveau du compartiment moteur. Manifestement, ça va s'arrêter là pour cette voiture aujourd'hui. Alors qui va choisir de rentrer la gare ici avec Patrice Lafargue et Yves Chemama qui semble-t-il reparti à sa poursuite. Même si on voit que dans le dernier tour, Chemama était plus lent de 2 secondes. Donc, ce serait plutôt derrière la toge qu'il faudrait surveiller car ça revient. On a O'Connell et Wills qui commencent peut-être à klaxonner. De même que Paul Lafargue avec la numéro 47, une autre Lola T298 qui pourrait fondre rapidement sur la toge en délicatesse. On ne sait pas avec quoi précisément, mais en tout cas... Pas en... Oui, ça rentre au stand du côté de la toche, ça se double dans la voie d'accès. C'est rentré fort pour Semama et O'Connell qui sont rentrés ensemble. Et la 80 est passée devant. Vous allez voir de nouveau, il est passé par la gauche. On peut vous dire qu'à vitesse réelle, c'est vraiment très 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 rapide. C'est après qu'ils vont couper et se mettre à 60 km/h. Les 48, 80, 33, 8 sont au stand en ce moment. Et c'est la victoire de cette catégorie qui est peut-être en train de se dessiner. Vous voyez que la Chevron a un petit peu souffert dans les manœuvres de début de course. On va donc lui mettre du gaffeur, espérant qu'elle pourra aller jusqu'au bout de cette épreuve, elle également. Et en tout cas, pour l'instant, McAllister a continué, Frédéric, avec la Mirage numéro 54. Il est toujours devant. Oui, tout à fait. De même que la numéro 10 qui était également dans le trio de tête, la Porsche 935 qui est restée également en piste. Et puis on a vu remonter dans le classement donc, et pour cause, Paul Lafargue qui lui ne s'est pas arrêté et donc a pris la 3e place provisoire. Pour info, dans notre classement, les 5 premiers n'ont pas encore observé leur arrêt au stand. Le premier qui est actuellement dans les stands et qui observe ce ravitaillement, le premier au classement, c'est le numéro 48,
Patrice Lafargue. Et voici l'Inaltera, on vous en a parlé tout à l'heure, qui rejoint également les stands. Et on va quand même assister à ce qui fait le sel, là encore, de ce Le Mans Classique. Une voiture qui a marqué l'histoire, qui va être pilotée dans quelques minutes par un homme qui lui aussi, évidemment, a fait l'histoire des 24 heures du Mans. Regardez ce casque vert, il s'approche, il ouvre la portière. Combinaison apparemment bleu, blanc, rouge. Une accolade, quelques mots d'information sur la voiture. Et oui, c'est le grand Henri Pescarolo, quadruple vainqueur des 24 heures du Mans. 72, 73, 74 avec Matra, 84 avec Porsche, qui est en train de s'installer dans cette voiture. Henri qui nous parlait de son plaisir ce matin d'être là, un plaisir qu'il nous a raconté en long, en large et en travers. Et ça faisait vraiment plaisir de le voir et de l'entendre comme ça au micro que vient de prendre Patrick Peter, l'organisateur de ce Mans Classique avec l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette dernière course, allez, on va dire 25 dernières minutes de ce week-end. Ben merci de me recevoir. Mais non, comment vous sentez-vous, vous, à une grosse demi-heure du terme du week-end? Je sens qu'on va souffler bientôt. Je sens qu'on va souffler bientôt parce qu'on est très content. On est très satisfait de ce week-end, mais c'était un week-end difficile avec une température élevée. Et quand on travaille depuis le début de la semaine comme ça, c'est un peu dur, mais on est ravis. Quand vous voyez ce qu'on voit à l'image en ce moment, une Inaltera et un pilote, un symbole qui en prend le volant comme Henri Pescarolo, c'est exactement ce que vous recherchez avec le Mans Classique. Absolument, c'est tout à fait ça, parce qu'on est amoureux des voitures, mais bien entendu, on est très admiratif des pilotes qui les ont emmenés à l'époque, et le fait qu'il y ait une dizaine d'ex-vainqueurs du Mans pendant ce week-end, qui n'ont plus rien à gagner, mais sont là uniquement pour le plaisir, ce qui est clairement notre philosophie, parce que il est évident que on préfère toujours être premier que d'être dernier. Mais ce qui est important, c'est de participer et de se faire plaisir. C'est une grand-messe de l'automobile et que le dimanche soir, tout le monde se retrouve autour de ces belles voitures. Alors Patrick, une organisation comme celle-ci, quand on accueille combien ce week-end? 130, 140? Je suis arrivé juste, puisque on vient d'arrêter les chiffres à 135 000 spectateurs. C'est un nouveau record pour le Mans Classique. Oui, mais en fait, on ne va pas faire trop preuve de modestie, mais c'est vrai qu'on a la chance de battre un nouveau record à chaque fois. Donc on est content parce qu'on essaye d'apporter des nouveautés à chaque édition, et j'ai le sentiment que le public en est conscient et qu'il répond avec beaucoup de gentillesse et qu'ils viennent de plus en plus nombreux. C'était 30 000 personnes en 2002, si je ne m'abuse, à la première édition du Mans Classique. C'était, je crois, 300 voitures de course avec 4 plateaux ou 5 plateaux, je ne me rappelle plus très bien. C'était 2000 voitures de club et c'était 30 000 spectateurs. Et aujourd'hui, on est à un peu plus de 700 voitures en course, 8000 voitures de club et 135 000 spectateurs. Alors aujourd'hui, justement, l'organisation de cet énorme événement, parce qu'on a cessé de le dire tout au long du week-end, c'est vraiment quelque chose qui a pris une ampleur remarquable. Parlez-nous un petit peu de vous, de votre travail, de l'équipe qui vous accompagne, des petites mains qui sont là toute l'année, ou peut-être aussi ce week-end en renfort. Nous, la société, c'est une équipe permanente d'une quarantaine de personnes, mais vous savez, organiser ce genre d'événement, en fait, c'est un travail de chef d'orchestre. Donc, il faut écrire le scénario, et puis il faut mettre les bonnes équipes aux bonnes places. Et donc, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent. Donc, je pense que nous, chez Peter Auto, on doit avoir à peu près 200 personnes en ligne directe. Mais après ça, il y a énormément de monde. La CO sollicite près de 900 commissaires, sollicite un nombre invraisemblable qui ne doit pas être très loin de ce chiffre, en termes de contrôleurs, de gestionnaires de parking, etc. Donc c'est beaucoup de monde qui travaille sur cet événement et qui travaille généralement avec beaucoup de bonne humeur, et ça c'est apprécié par tout le monde.
Ça, c'est un événement qui est en train de se passer en piste. Ça bascule au classement. Interrompez-moi, allez-y, parce que c'est Patrice Lafargue. Et effectivement, il ne va pas être content du tout là. Et non, parce qu'il pouvait briguer la victoire au général sur ce plateau 6. 3e de la première course, 2e de la deuxième. Il était en bagarre aux avant-postes depuis le début. Et là, il doit renoncer à 18 minutes du but. Il a rangé sa voiture sur le bas-côté. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on va mettre un drapeau jaune à cet endroit-là d'ailleurs? Oui, absolument. Quand même pour se mettre en sécurité. Et ça fait les affaires, bien évidemment, de McAllister. En tout cas, sur cette manche-là. Mais la voiture doit encore passer au stand, Frédéric. Hein, la fenêtre de... Et les 3 premiers au classement, pour l'instant, ne sont pas encore passés par les stands, ce qui pourrait être bon signe pour l'autre Lafargue du plateau, Paul. Qui lui est le premier à s'être arrêté, même s'il y a 1 minute et 58 secondes d'écart avec le leader, ce qui pourrait laisser le temps au leader de s'arrêter et de ressortir devant cette première voiture à s'être arrêtée au classement. Comme d'habitude, on vous laisse profiter de ces symphonies, de ces bruits. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les visiteurs, Patrick Peter? Parce que vous les croisez forcément quand vous allez dans les paddocks, quand vous allez dans le village, vous rencontrez les gens, les amateurs qui viennent voir les voitures, qui viennent voir les héros comme Pesca et les 9 autres vainqueurs, anciens vainqueurs des 24 heures du Mans. Ils viennent pourquoi? Ils viennent parce que le Mans Classique, c'est une course, mais ça n'est pas qu'une course. C'est des dizaines d'animations, c'est d'animations statiques, d'animations dynamiques. Ils viennent en famille parce qu'on fait tout pour que les moins initiés puissent comprendre ce qui se passe, puissent comprendre les voitures, etc. Et d'une manière générale, les spectateurs sont très gentils. Ils me remercient régulièrement quand on se promène sur le circuit. Ils me remercient d'avoir organisé cette épreuve. Et ça fait très plaisir parce que on a l'impression qu'ils se rendent compte des efforts qu'on fait. Et il y a une espèce de grande communion autour de tous ces amateurs. Ce qu'il vient faire, notre leader Frédéric, il a traversé les stands simplement, McAllister. Il vient de sortir des stands, effectivement, mais il est passé par les stands, mais on ne l'a pas vu s'arrêter. Non. Est-ce que c'était à notre insu? C'était un drive-thru. Oui, apparemment, c'est une pénalité qu'il a dû observer, un drive-thru, probablement. Il fait signe à son équipage en passant devant le stand. Je continue. Il tend le bras. Alors dans l'historique des décisions de la direction de course, on n'a pas trace d'un drive-thru pour le numéro 54 qui est actuellement le pilote qui occupe la tête de course. Et ceux qui étaient 2e et 3e de la course, eux se sont arrêtés. Regardez, il passe au stand. Effectivement, il continue à rouler et vous allez voir le geste de Chris McAllister. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête, je continue, je m'arrête, je continue. Et finalement, on tend les bras. Ok, j'ai compris. Et je continue. Bon, on va voir ce qu'il en est dans les minutes qui viennent. Attention, il y a de l'huile sur la piste avec une nouvelle machine qui doit se ranger sur le bas-côté. Alors du coup, la numéro 47 de Paul Lafargue, c'est celle qui reprend le flambeau. Vraisemblablement cette fois, puisque cette avance de McAllister va fondre comme neige au soleil. Il va passer 2 fois par les stands, puisqu'il doit, dans un premier temps, il est passé par erreur peut-être. Il doit observer quand même son arrêt obligatoire. Et donc maintenant, l'écart ne sera pas suffisant aux autres pour maintenir leur position, du temps que eux aussi se sont arrêtés au stand. Et on voit d'ailleurs cette Lola T298 de Paul Lafargue qui est en train de remonter petit à petit au classement. Elle occupe maintenant la 2e place. Ça va calmer son père, parce que son père doit être furieux de s'être arrêté, mais si c'est quand même la famille qui monte sur le podium, ça va le calmer. L'honneur sera sauf. Absolument. Alors Patrick, on parle de cet événement historique évidemment et de tant d'autres que vous organisez dans la saison. Moi je pense au Tour Auto qui reste quand même un monument dans l'histoire du sport automobile français.
mais également de Chantilly à Réélégance qui a lieu tous les 2 ans maintenant, au mois de septembre, c'est ça? Non, tous les 2 ans, en alternance avec le Mans Classique. Et donc, je donne rendez-vous à tout le monde le premier week-end de juillet l'année prochaine à Chantilly. Alors c'est encore mieux, puisqu'en plein été, on va profiter des jardins du château de Chantilly. Ce sont des événements qui sont à la fois destinés aux ultra passionnés, aux ultra spécialistes, mais aussi à un grand public qui vient juste se régaler les yeux, les oreilles de ces bruits, de ces carrosseries, de ces morceaux d'histoire aussi, parce que derrière tout ça, il y a quand même, et c'est le plus important, les humains qui ont fabriqué, qui ont piloté ces voitures. Oui, absolument. Je vous disais tout à l'heure, on fait des événements, bien entendu, pour les passionnés, ceux qui savent tout, ceux qui connaissent les numéros de châssis, les performances, les chronos, etc. Mais il faut absolument que toute leur famille, leurs amis, leurs proches, qui ont des connaissances moins pointues dans le domaine du sport automobile, puissent se faire plaisir, parce qu'autrement, si au bout d'une demi-heure, votre femme ou vos enfants vous expliquent qu'ils ont fait le tour et que pour eux, ils sont prêts à rentrer, ça vous gâche un peu le plaisir. Donc là, on a vraiment le sentiment que tout le monde est content toute la journée. Et ça, c'est merveilleux. Le drive-in a amené du monde. Le cinéma a bien fonctionné, le cinéma en plein air? Écoutez, je crois que ça a bien fonctionné. Pour être tout à fait honnête, il m'est un petit peu difficile d'être dans tous les coins du circuit en même temps. Mais je suis passé vers 22h et c'était full. Donc, d'après ce que je sais, ça a continué sur le deuxième film et ça marche bien. On s'aperçoit que quand on monte des nouvelles animations sur le circuit, il faut un certain temps de compréhension par le public, parce que les gens ont l'habitude d'aller à tel et tel endroit, et puis quand on ouvre quelque chose d'autre, ils ne pensent pas y aller. Et puis il faut qu'il y en ait quelques-uns un peu plus aventureux qui y aillent, et en 2 éditions ça se fait. Aujourd'hui, il est évident que nous cherchons à étendre le spectacle. Il y a énormément de monde dans les paddocks, on en est très content, mais en même temps il faut qu'on respecte ces spectateurs qui prennent des billets pour les paddocks, et les respecter, ça veut dire ne pas en vendre trop, de manière à ce que les voitures et les paddocks restent accessibles. C'est ce qu'on a fait il y a 3 jours en arrêtant la vente de ces billets. Et en revanche, on a disposé un merveilleux plateau de groupe C au garage vert, donc complètement à l'extrémité du Bugatti, et à l'autre extrémité, pratiquement au karting, on a installé un autre plateau, le plateau des légendes de l'endurance, et manifestement les spectateurs vont sur l'un et sur l'autre, et je pense que ça permettra dans le paddock d'avoir une circulation un petit peu plus fluide. C'est ça, parce qu'il est important de se renouveler aussi, c'est ce que vous disiez à l'instant. Pour le néophyte, celui qui découvrirait la voiture historique, il peut se dire, bon, je vais voir des voitures de telle année à telle année, mais il faut quand même faire revenir ce public, il faut lui donner des nouveautés chaque fois. Comment vous faites? On se réunit autour d'une table, et puis on lance des idées, on fait des brainstorming un peu débridés, et puis on voit bien ce qui accroche. Et oulala, il y a une bagarre là. Pour la deuxième place, oui, entre Paul Lafargue et Martin O'Connell, mais une bagarre qui n'est que virtuelle, puisqu'il vient de prendre une pénalité, Martin O'Connell, et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle entre guillemets pour le pilote français, puisque comme McAllister est passé juste par les stands, n'a pas respecté son temps d'arrêt obligatoire, il est vraisemblable qu'il le sera sanctionné à la fin de cette course. Ça signifie donc que Lafargue devrait théoriquement se retrouver en tête sans aucune difficulté une fois que les décisions auront été officialisées. O'Connell, c'est la 80 justement, cette voiture qui a pris la pénalité. Et on est rentré dans les 10, c'est loupé au freinage. Ouais, et c'est plus que loupé apparemment, parce que la voiture est arrêtée. Ah, ça remet tout en cause. Ouais, c'est pas s'être loupé au freinage avec ce dégagement de fumée, le pilote qui est en train de dégrafer son harnais et de quitter la voiture. Alors Marc, ça risque d'être un petit peu plus compliqué pour le classement général à l'issue de cette 3e course du plateau 6. Et pour l'humeur de la famille Lafargue. On ne sera pas à table avec eux ce soir, donc tout va bien.
Oui, alors, dans Et la 2 ans, toge. la 10e édition de Le Mans Classique. Vous Alors, savez déjà ce que vous allez apporter. Non, ne me demandez pas ça. Ne me demandez pas ça. On va d'abord digérer celle-ci. On va faire des sondages, des enquêtes, comme on en fait systématiquement auprès des pilotes, auprès des exposants, auprès des spectateurs, enfin auprès de toutes les cibles, auprès des clubs, etc., pour savoir ce qui leur a plu et surtout ce qui leur a moins plu. Parce que l'idée, c'est qu'on nous dise où les gens pensent que nous avons fait une erreur ou comment on pourrait améliorer, de façon à ce qu'on en tienne compte et puis qu'on puisse faire mieux la fois d'après. C'est peut-être un peu tôt, mais est-ce que vous avez déjà un retour sur ces pistes d'amélioration ou de mécontentement peut-être de certains spectateurs? Alors, on est très content du Global Endurance Legend parce qu'on est très content d'avoir fait venir ces voitures. Ça permet d'avoir 90 ans d'histoire depuis 1923 jusqu'à 2013, plus de 90 ans d'histoire des 24 heures du Mans. On est, pour être tout à fait honnête, un petit peu moins content de l'endroit où nous les avons implantés cette année, qui n'était pas tout à fait digne de ces voitures. Donc c'est de notre faute, nous avons été un petit peu trop vite et nous les mettrons mieux en valeur l'année prochaine. Et l'arrêt de McAllister, hors fenêtre de ravitaillement. Alors il perd du temps et en plus ça devrait se payer au niveau des pénalités. Ce qui remet en selle Yves Chemama et sa toge qui avait disparu, victime de problèmes tout à l'heure. Eh bien il remonte petit à petit avec cette course par abandon, ce retrait de la famille Lafargue notamment et les pénalités. Eh bien c'est finalement peut-être un peu plus simple au classement général de ces 3 manches. Désormais, en effet, puisqu'elle avait été 2e de la première course hier après-midi, elle a remporté la course ce matin à 7h du matin, cette voiture numéro 33, cette toge, et pour l'instant, virtuellement, elle pourrait s'imposer de nouveau. Ça règle le problème et il est en route pour s'adjuger cette dernière course de l'édition 2018 du Mans Classique et surtout ce plateau, donc ce plateau 6 au classement général. Alors on l'aura compris quand même, hein, McAllister il est ressorti devant la toge de Yves Chemama, mais vraisemblablement, puisqu'il s'est arrêté hors fenêtre d'arrêt au stand, on se souvient qu'à peu près le tarif c'était un tour de pénalité lors des exemples précédents qu'on a pu avoir, donc forcément ça va remettre en selle le pilote suisse. Dommage pour McAllister qui a signé le meilleur tour en course en 4 minutes 12 527 pour être précis. C'était au 5e passage, on est là dans le 9e tour. 4 minutes 12 5 pour le pilote qui rattrape ici l'Inaltera de Henri Pescarolo. Alors Frédéric Robat, ici présent, Patrick Peter a une suggestion à vous faire pour 2010. Il a une 2010, oui, bon, c'est bon, c'est pardon, passé. l'édition, la 10e édition. Sur la piste, sur la grille. Ah, les oui. hôtesses Hawaiian Tropic. Écoutez, il y avait des grid girls. On en cette parlait année. avec Jean-Philippe. On avait des grid girls. Les Grid Girls, oui, mais les hôtesses à la Hawaiian Tropic, c'est quand même la photographie d'une époque. Écoutez, j'ai trouvé que nos grid girls étaient ravissantes et très sobres et tout à fait dans le style de ce qu'on a envie de faire avec le Mans Classique. On verra comment on fait évoluer ça, mais j'ai trouvé ça très bien cette année. C'est vrai, avec des robes à carreaux blancs et verts, tout le code couleur de Peter et du Mans Classique. Absolument. Et puis d'ailleurs, en parlant de code couleur, le dress code des événements Peter Auto, c'est aussi une tradition maintenant. Et on remarque que beaucoup de gens, enfin en tout cas on l'a vu à l'image sur la retransmission en direct de cet événement, que beaucoup de gens respectaient le code dans les paddocks et dans les stands. Oui, on va dire ça. Les On va dire ça, casquettes, les on va dire que chemisettes. quand même, très franchement, la plus belle année pour ça, c'était la première, c'était 2002. Depuis, il est évident que le dress code s'est un petit peu Il y relâché. a du t-shirt. Alors, oui, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Moi, je m'arrête souvent pour dire aux gens de se rhabiller un petit peu quand même, parce que je trouve que simplement, c'est une politesse qu'on fait pour tous les autres. Quand on va à une fête, on essaye de faire un petit effort. On se met en dimanche. Bah oui, mais Ça c'est serait plus le agréable cas parce que aujourd'hui. qu'on soit beau ou moins beau, belle ou moins belle, on est toujours mieux, bien habillé, bien soigné. Et alors on fait quelques concours pour récompenser les gens qui jouent le jeu.
c'est un exercice qu'on réussit très très bien à Chantilly. J'avoue qu'on le réussit un petit peu moins bien ici. Nos amis de Goodwood le réussissent merveilleusement bien, mais les Anglais ont des grandes facilités avec ce genre d'exercice. Et puis il faut reconnaître que la météo, c'est pas obligatoirement prêté au fait. Il est évident qu'on a vécu 2 années en 2012 et 2014, si je ne me trompe pas, sous la pluie. Et c'est pas idéal. Et les grandes chaleurs ne sont pas non plus idéales. Donc on fait avec. Patrick Péter, on a l'impression que ces dernières années, les constructeurs automobiles ont redécouvert leur histoire, leur passé et le remettent au goût du jour. Est-ce que vous avez le sentiment que, d'abord, je suis sûr que dans votre esprit c'est une bonne orientation, mais est-ce que vous avez le sentiment que vos événements, Le Mans Classique en particulier, ont joué un rôle et jouent un rôle dans le fait que les constructeurs capitalisent sur leur histoire auprès du public? C'est pas une impression, c'est une certitude. Aujourd'hui, pratiquement tous les constructeurs ont un département classique qui s'occupe de la restauration des voitures, des fois de ce qu'on appelle les continuations, donc des voitures neuves mais construites sur des modèles précédents. Et le Mans Classique a certainement joué un petit rôle, mais c'est pas le Mans Classique, c'est le Mans Classique, c'est Rétromobile, c'est le Tour Auto, c'est Goodwood, c'est tous ces événements. En fait, c'est un énorme public mondial, parce que c'est tout aussi vrai aux États-Unis, etc., qui s'est emparé de ce mouvement de la voiture ancienne et qui fait que tout d'un coup, les constructeurs ont réalisé l'importance de ce mouvement. Ça leur permet aussi de légitimer des nouveaux produits parce que ils sont plus ou moins les descendants de tel modèle symbolique, etc., etc. Et puis ils se sont aperçus en même temps, parce que j'ai un constructeur que je ne citerai pas qui m'a dit une fois, vous savez, tout collectionneur qui achète une voiture ancienne, c'est une voiture, en fait c'est une vente de voitures modernes qu'on a ratée. Et ils se sont aperçus que c'était pas du tout la même chose, c'est pas du tout ça. Ils se sont aperçus que quand ils lançaient un modèle un peu exceptionnel aujourd'hui, les premiers acheteurs étaient ceux qui avaient déjà 2, 3, 5 modèles de la même marque. Et donc ce sont des fidèles et ce sont leurs meilleurs clients. Donc aujourd'hui, effectivement, pratiquement toutes les marques s'occupent de leur histoire. On est très heureux d'être avec vous, mais on est dans le dernier tour. Est-ce que vous n'êtes pas appelé au podium? Vous ne devez pas rejoindre l'arrivée? Je vous abandonne, merci beaucoup. Non, c'est nous qui vous remercions d'abord d'être venus au micro et surtout pour l'organisation, encore une fois, de tous ces événements par Péter Auto tout au long de l'année. Et en particulier, ce Mans Classique. Merci encore une fois, Patrick Péter, d'être venu à notre micro et en route pour la 10e édition donc, du Mans Classique. Alors, 2 ans maintenant. Côté compétition, rien n'a vraiment bougé puisqu'on a toujours cette numéro 54, cette Mirage en tête avec McAllister. La toche de Yves chez Mama en 2e position, la numéro 33, toute dorée, vous vous en souvenez, elle avait occupé la tête de la course. Elle était partie d'ailleurs de la pole position dans ce plateau 6. Et puis on a à la suite de ces deux voitures la numéro 10 de Dieteren et l'Allemand, une Porsche 935. Ça, c'est pour l'ordre des voitures en piste. On attend encore de savoir si sanction il y aura à l'encontre de McAllister qui a effectué 2 passages au stand un peu exotiques, ou est-ce qu'on en a considéré qu'il avait déjà été puni du fait de son drive-through forcé lors de son premier passage, où a priori on n'était pas prêt à l'accueillir peut-être dans son stand. Quoi qu'il en soit, il a effectivement effectué son arrêt obligatoire en dehors de la fenêtre, et ça, eh bien, c'est une clause du règlement qui est bien spécifique à ces épreuves et qui théoriquement appelle sanction. Néanmoins, ça ne changera pas le résultat final avec la victoire au cumul des 3 manches de la numéro 33 de chez Mama. Normalement, on est dans le dernier tour
les derniers instants de cette édition 2018 du Mans Classique. À savourer jusqu'au bout, sous le chaud soleil qui nous aura accompagnés. Bon, en tout cas, on a passé le message pour la Hawaiian Tropic Girls. On verra dans 2 ans. Mais... j'ai pas l'impression qu'on ait des chances. Manifestement pas. Allez, Chris McAllister. Dans les derniers hectomètres. J'allais dire, il peut presque y aller en roue libre, mais non. Ça commence à remonter et la ligne a été décalée. Voilà, il passe sous le drapeau à damier. On verra si ce résultat est validé. En tout cas, il a le meilleur tour en course en 4:12.5 également au volant de cette Mirage dont Jean-Philippe Doré, vous nous racontiez tout à l'heure l'historique. Cette voiture de 1973. Oui. Tiens, regardez ça, c'est chouette parce que Henri Pescarolo va passer la ligne juste devant. C'est Mama qui termine 2e. Et du coup, il va être sur la photo. Comme au bon vieux temps de l'édition 1976, qu'il avait d'ailleurs terminé au volant de cette même voiture associée à Jean-Pierre Beltoise, rappelons-le. Et voilà, il peut célébrer ça. Lever le poing. Voilà. Il le sait. On aura compris, vu l'explosion de joie et la sobriété en revanche de l'arrivée de McAllister, de quel côté était la victoire, en tout cas au classement général après ces 3 manches. Et arrive le 3e qui vient de franchir la ligne, Dieter Rennes, au volant de la Porsche 935. la Porsche. Et oui. Beau salut en tout cas aux artisans des années 70 dont on parlait tout à l'heure, que cette victoire de la Toche finalement. C'est une petite revanche en quelque sorte, eux qui ont dû peut-être à un moment faire leur travail dans l'ombre parce que un petit peu étouffés par la domination des grandes usines. Et ben aujourd'hui, ils s'offrent des victoires au classement général. Voilà, effectivement, on a pu voir ça aussi dans le plateau précédent avec la Ducams de Jacques Nicolet, qui est aussi une voiture de cette génération d'artisans qui ont beaucoup fait aussi, autant que les usines finalement, pour la diversité du plateau, que ce soit en prototype dit du groupe 6 des années 70 que dans les prototypes de litres, puisqu'on en a eu aussi une belle diversité avec des Chevrons, des Ozella, des Lola et des constructeurs de cette époque aussi. Oui, et on le sait depuis les origines du sport automobile, même en Formule 1, ce qui forme la solidité d'un plateau, ce ne sont pas obligatoirement les grands constructeurs, ce sont les petites équipes qui restent et qui effectivement à la fois font le nombre, mais font aussi la qualité d'un plateau. Parce qu'en relevant le niveau des petites équipes, évidemment on relève le niveau général, les constructeurs étant dans une dimension différente. Et peuvent aussi parfois vous illuminer une course au gré d'ennuis mécaniques des équipes d'usine ou de conditions météo un peu inhabituelles aussi. Et c'est là souvent d'ailleurs que les talents en devenir font leur apparition et grandissent. Donc tout à fait. C'est un passage obligé et une nécessité absolue. Alors McAllister, premier sur la piste devant Shemama et Dieter Rennes, voilà pour le trio de tête. Et puis on notera la 9e place de John Hoff B et de Saligier qui ont dégringolé au classement à l'issue de cette course. La 5e place de Gilles Serron, le français, au volant d'une Chevrolet Monza. Ah, c'est celle qu'on a vu passer tout à l'heure. La ligne d'arrivée. Absolument, une voiture de 1976 qui a précédé de très peu. Une Porsche 935, la numéro 21, pilotée par l'Allemand Achim Strout. Et puis on a également dans ce classement la 18e place Uwe Halsen et Claudia Hurtgen qui étaient partis de la 30e position. Également une belle 20e place de l'équipage d'Henri